Please be seated. We will start. Good day, everyone. La présidente, bon après-midi à tous. Avant que nous ne continuions, des dispositions pratiques pour demain. J'ai réfléchi et décidé que demain, à moins qu'il y ait une modification totale de votre ordre du jour de demain, et signalez-le si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, nous commencerons à 9h30. Nous tiendrons la journée comme d'habitude. Comme aujourd'hui, nous vous avons déjà donné un agenda que nous n'allons pas abréger en termes de durée, mais je voulais juste vous informer. Nous allons donc poursuivre avec l'accusation. La greffière d'audience, l'accusation à la parole, canal évidence 2. Je suis Melissa Semes, comme indiqué plus tôt par le procureur adjoint Nyang. Je m'adresserai à la Chambre pour parler des attaques de l'ARS sur les 7 camps de déplacés internes. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Juge, entre octobre 2003 et juin 2004, les combattants de l'ARS ont mené des attaques brutales et calculées sur une pluralité de camps de déplacés dans le nord de l'Ouganda. Ces attaques étaient menées dans le cadre de l'ordre permanent de M. Kony d'attaquer les civils au nord de l'Ouganda. Comme vous l'avez entendu plus tôt aujourd'hui de ma collègue Léonie Von Braun, M. Kony émettait régulièrement des ordres similaires pour attaquer, tuer et maltraiter les civils qui vivaient dans les camps de déplacés. L'accusation présente des preuves qui établissent que M. Kony percevait les civils vivant dans les camps de déplacés comme des soutiens du gouvernement ougandais et que par conséquent, ils étaient pour lui des ennemis de l'ARS. Deuxièmement, les ordres de M. Kony étaient motivés par son objectif d'entretenir l'ARS et au rang de ses ordres, obtenir de la nourriture, du bétail et même des gens. Ces attaques variaient uniquement par la personne qui les menait, les commandants, et l'intensité. Toutefois, le modèle de violence demeurait inchangé à travers les attaques qui visaient les régions Lango, Tesso et Acholi. L'accusation, comme présentée dans le document contenant les charges pour les attaques sur les 7 camps de déplacés, que M. Kony est responsable pénalement des chefs d'accusation 1 à 13 pour des attaques contre la population civile, meurtre, tentative de meurtre, torture, d'autres actes inhumains tels que des abus graves et maltraitance, traitement cruel, réduction en esclavage, pillage, destruction de biens et persécution. Mesdames et messieurs le juge, sur votre écran, vous avez une carte dynamique de 2025 de Google Earth en usage libre. Et nous vous amenons dans la région du nord de l'Ouganda en mettant l'accent sur les 7 camps de déplacés qui ont été attaqués. Ces attaques sur les 7 camps de déplacés internes sont les seuls chefs d'accusation présentés devant la Cour.
Mais l'accusation voudrait souligner pour la Chambre qu'il y a eu d'autres attaques et qui rentraient dans un schéma généralisé de violence dans la région, comme détaillé dans le mémoire préconfirmation de l'accusation. Mesdames, Monsieur le juge, les chefs d'accusation retenus pour les attaques dans les camps de déplacés internes se sont déroulés entre le 10 octobre 2003 et le 8 juin 2004 sous la direction de M. Coney. L'accusation présentera maintenant un déroulé chronologique de chaque attaque, commençant par le camp de Pajole. Il était situé dans le comté d'Aru, dans le district de Pader. L'attaque a eu lieu le 10 octobre 2003. À ce moment-là, il y a eu entre 15 000 et il y avait entre 15 000 et 30 000 civils vivant dans ce camp. Cette attaque a été menée par le défunt Vincent Oti conjointement avec Lukuya et Ongwen. Ces commandants étaient soutenus par des combattants des brigades Control Alta, Trinkle et Signa. Le 10 octobre, le même jour de cette attaque, Vincent Oti a fait rapport de cette attaque à M. Joseph Kony. Nous faisons référence aux mémoires UGA OTP 0254 07 25 à la page 10 70 qui détaille ce rapport. 4 mois plus tard, le camp d'Abia, situé dans le comté de Moroto, district de Lira, l'ARS a attaqué ce camp, comme je l'ai dit, 4 mois plus tôt, le 4 février 2004. À ce moment-là, il vivait entre 12 000 et 15 000 civils. Okot Odiambo était le commandant en charge. Il a mené l'attaque contre le camp d'Abia dans le cadre d'une campagne de l'ARS contre la région de Lango où se situait ce camp. Les preuves de l'accusation établissent que M. Kony était pleinement averti de cette attaque. Le 12 février 2004, une fois de plus, l'accusation se réfère à un registre de sécurité interne. La juge présidente. Nous avons une date à laquelle le procureur... Donc, le 12 février, date à laquelle M. Kony fait une communication en relation avec l'attaque sur le camp d'Abia. Par rapport à cette communication, M. Kony a réitéré à tous les combattants de l'ARS que les tactiques qui ont été utilisées sur le camp d'Abia devaient être réitérées par toutes les unités de l'ARS et l'accusation se réfère au registre de sécurité interne UGA OTP 0061 0002 à la page 0069. 17 jours après l'attaque sur le camp d'Abia, autour du 21 février 2004, le camp de déplacés internes de Barlogno a été attaqué. Ce camp était situé dans le comté Eroté Nord, district de Lira. À ce moment, il résidait entre 1000 et 4800 civils. Une fois de plus, Odiambo
était la personne qui menait l'attaque. Il était accompagné d'environ 63 combattants. Et comme vous l'avez entendu plus tôt, lorsque Mme Von Braun prenait la parole, le 13 mars 2004, M. Kony a promu Odiambo comme chef de brigade brièvement après cette attaque sur le camp de Barlogno. L'accusation se réfère au registre de sécurité interne UGA OTP 0254 2284 à la page 2582. Environ 2 mois plus tard, autour du 29 avril 2004, le camp de déplacés internes d'Odek a été attaqué. Ce camp était situé dans le comté d'Omoro, district de Gulu. À ce moment, il résidait entre 2000 et 3000 civils. L'attaque a été menée sous la direction de Dominique Ongwen, avec le soutien de combattants des brigades de Signa et Gilva. Le 30 avril 2004, un jour après l'attaque sur le camp de déplacés internes d'Odek, le procureur a des éléments de preuve qui établissent que M. Ongwen a fait rapport à M. Kony qu'il avait attaqué le camp de déplacés internes d'Odek. Le procureur se réfère au registre de sécurité interne UGA OTP 0259006565 à la page 0066 qui détaille ce rapport. 18 jours plus tard, autour du 16 mai 2004, le camp de déplacés internes de Pagak a été attaqué. Ce camp était situé dans le comté de Kilak, également dans le district de Gulu. À ce moment, il vivait environ 14 000 civils. Oti, qui a été rejoint par Thomas Coelho et soutenu par des combattants de Control Alter et Gilva, ont mené l'attaque. Mesdames, Monsieur le juge, plus tôt, Conseil intime de la défense a porté à l'attention de la Chambre les procédures en cours contre M. Coelho en Ouganda et l'accusation s'y étendra brièvement pour indiquer que M. Coelho était poursuivi pour son rôle dans l'attaque sur le camp de Pagak. La question a été portée devant la Cour supérieure en Ouganda et il a été reconnu coupable des chefs d'accusation retenus contre lui et il a été condamné depuis lors à 40 ans d'emprisonnement. L'accusation se réfère au jugement contenu à la référence UGA OTP 00001132. Le 17 mai 2004, un jour après l'attaque sur le camp de déplacés internes de Pagak, Oti a fait rapport de l'attaque sur le camp de Pagak à M. Kony. L'accusation se réfère au registre de sécurité interne UGA OTP 02550228 à la page 0249. 3 jours plus tard, autour du 19 mai 2004,
Le camp de déplacés internes de Lukodi a été attaqué. Ce camp se situait dans le comté d'Assois, toujours dans le district de Gulu. À ce moment, il résidait environ 7000 civils. Vincent Autier et Dominique Ongwen, accompagnés de combattants des brigades de Signa et Gilva, ont mené l'attaque. L'accusation vous renvoie au registre de sécurité interne UGA OTP 0254 2982 à la page 3050. Une fois de plus, mesdames, monsieur le juge, les éléments de preuve établissent que le désormais condamné Dominique Ongwen a fait rapport de l'attaque à monsieur Kony. Il a déclaré qu'il avait secoué le camp de Lukodi et qu'il avait décidé de tuer tout ce qui vivait dans ce camp. Environ 3 semaines plus tard, autour du 8 juin 2004, le camp de déplacés internes d'Abok a été attaqué. Ce camp était situé dans le sous-comté de Ngai, dans le district d'Apache. À ce moment, entre 7000 et 13 000 civils résidaient dans le camp. Ongwen, soutenu par la brigade de Signa, a mené l'attaque. Un jour plus tard, c'est-à-dire le 9 juin 2004, M. Ongwen a fait rapport de l'attaque à M. Kony. L'accusation vous renvoie au registre de sécurité interne UGA OTP 0254 2982 à la page 3078 où vous trouverez détails de cette information. Pour 4 de ces attaques, en l'occurrence Padjoulé, Odek, Lukodi et Abok, la Chambre de première instance 9 de la CPI a poursuivi, condamné Dominique Ongwen à 25 ans d'emprisonnement. Mesdames et messieurs les juges, la thèse de l'accusation est que M. Kony est pénalement responsable de l'attaque sur les 7 camps de déplacés internes. Mesdames les juges, monsieur, avant de présenter les preuves portant sur ces attaques, l'accusation voudrait énoncer les éléments contextuels des chefs d'accusation et plutôt le Conseil représentant des victimes ont présenté les chevauchements entre les affaires Ongwen et Kony. L'accusation immédiatement voudrait souligner que c'est cette chambre qui prendra la décision finale pour déterminer si les éléments de preuve remplissent le seuil requis pour les circonstances. La Chambre de première instance 9 a retenu qu'au moment des charges, il y avait un conflit armé non international dans la région du nord de l'Ouganda entre l'ARS et l'UPFD et que tous les éléments contextuels de crimes de guerre étaient remplis. L'accusation vous renvoie, mesdames, monsieur le juge, au paragraphe 2809 à 2812 du jugement du procès Ongwen.
Deuxièmement, la Chambre de première instance 9 avait retenu que tous les éléments contextuels de crimes contre l'humanité avaient également été satisfaits devant la Chambre des séances. Et donc que l'ARS était engagée dans une conduite qui a mené à la commission multiple d'actes euh, mentionné dans l'article 7.1 du statut, dirigé directement contre les populations civiles du nord de l'Ouganda. La Chambre avait également retenu que l'ARS était une organisation et que l'ARS s'était engagée dans une attaque généralisée et systématique dans une politique visant à cibler la population civile. L'accusation vous renvoie, cher juge, au paragraphe 123 à 143 et 2798 à 2803 du jugement dans l'affaire Ongwen. Mesdames les juges, messieurs, l'accusation a soumis un mémoire de préconfirmation ainsi qu'une liste de preuves et se concentrera maintenant sur la description des aspects communs aux 7 attaques. Premièrement, les camps de déplacés internes ont été créés par le gouvernement d'Ouganda pour fournir aux populations un espace sûr dans les régions Acholi, Lango et Tesso pour les protéger des violences qui étaient en cours et commises par l'ARS. Pendant les attaques, l'ARS a déployé des tactiques similaires, entourer les camps, envoyer à l'intérieur des combattants armés d'armes à feu et de machettes. Les témoins décrivent les combattants de l'ARS qui se déplaçaient en groupe de 2, de 3, de 4 et qui ciblaient des sections dans les camps. Certains s'attaquaient au baraquement, d'autres aux espaces de commerce et des endroits qui étaient clairement occupés par des civils vivant dans les camps des déplacés internes. L'accusation prend une pause pour considérer le recours aux enfants comme enfants soldats pendant ces attaques. Et les éléments de preuve établissent que dans toutes les attaques, des enfants, y compris ceux âgés de moins de 15 ans, ont été utilisés dans les hostilités, pour participer aux hostilités. L'accusation soulignera ici un exemple lié à l'attaque sur le camp de déplacés internes de Padjolé, témoin P6, référence UGA OTP 01440072 au paragraphe 11. Ce témoin a décrit avoir vu plusieurs combattants de l'ARS et parmi eux, il y en avait qui ne devaient pas avoir plus de 14 ans. Le témoin se rappelle de l'attaque où ils étaient menacés d'ouvrir les portes ou alors ils seraient tués. C'est un récit. Ce récit d'enfants impliqués dans les hostilités qui a été repris par plusieurs autres témoins, plusieurs autres survivants de ces attaques sur les camps de Abia, Barlogno, Odek, Pagak, Lukodi et Abok. En l'espace de 9 mois, l'ARS a attaqué les 7 camps de déplacés internes, terrorisé des milliers de civils dans 4 districts, les districts de Pader, Lira, Goulou et Apache.
Et ces districts étaient tous situés au nord de l'Ouganda. Your Honors, Mesdames, Monsieur le juge, l'accusation dispose de beaucoup de preuves et donc nous allons nous concentrer sur des éléments qui montrent la violence extrême des crimes, qui sera mieux appréhendée à l'écoute des voix de ceux qui en ont été les témoins et qui y ont survécu également. Au cours de l'attaque contre Abia, le témoin P51, référence UGA OTP 00690592, paragraphe 56, se souvient d'entendre un commandant donner l'ordre à ses combattants de récupérer des clubs, des bâtons et de frapper les civils. Ce témoin a été gravement battu jusqu'à tomber inconscient et garde aujourd'hui encore une cicatrice permanente sur son visage. La témoin P0057, référence UGA OTP 00690515, paragraphe 48 et 51, il a participé à l'attaque contre Barlogno et ce témoin se souvient qu'Odiambo leur a donné l'ordre de tuer tous ceux qui étaient dans le camp, y compris les insectes. Dans les mots de ce témoin, ils sont rentrés dans le camp et ont tué les hommes, les femmes et les enfants. Le témoin P0205 UGA OTP 00000656, page 43 à 44, également un membre de l'ARS, a témoigné dans le procès Ongwen et il se souvient que Dominique Ongwen avait donné l'ordre aux combattants de l'ARS d'attaquer le camp de déplacés internes d'Odek et qu'il ne fallait rien laisser derrière eux. Ongwen leur a dit d'enlever des enfants, des garçons, ceux aptes à être dans l'armée, ceux de plus de 18 ans devaient être tués et les bonnes filles devaient être enlevées. P11, UGA OTP 00690202, paragraphe 29, a survécu à l'attaque contre le camp de déplacés internes de Pagak et ce témoin se souvient d'avoir entendu les combattants ARS pendant l'attaque crier, je cite, « Tout ce que vous voyez respirer doit être tué ». Témoin P0410 UGA OTP 00000627, page 60, se souvient des commandants de la RS leur dire de tuer quiconque il verrait marcher ou vivant dans le camp ou dans les baraquements. Le témoin P0187, UGA OTP 00000637, page 31, a survécu à l'attaque contre Lucody. Ce témoin a observé, et je le cite, « Ils sont venus préparés et prêts à tuer. Ils en avaient besoin, ils voulaient tuer des gens. » Fin de citation. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Juge, pendant et après les attaques, l'ARS a tué des centaines de civils. Ces personnes étaient des civils qui ne prenaient pas une part active aux hostilités. L'accusation a identifié plus de 600 victimes
qui apparaissent dans les listes en annexe E2I à E8I, qui ont été versés avec le mémoire préconfirmation de l'accusation. Dans toutes ces attaques, l'ARS a mis en place un modèle commun. Ils tuaient leurs victimes en les poignardant, en utilisant des machettes, en les frappant à mort, en leur tirant dessus, ou en incendiant leurs maisons et leurs structures, ce qui en faisait des victimes. À Pajoulé, le témoin P0067, UGA OTP 000-00611, page 27, explique que garde de l'ARS d'environ 9 ou 10 ans a reçu l'ordre de tuer une personne appelée Pangaracio et que ce jeune garçon a tiré 3 balles dans la tête de Pangaracio, le tuant. Après que cette victime soit tuée, l'ARS a pillé sa dépouille, cherchant de l'argent et le prenant de ses poches. Pour Abia, le témoin P20, UGA OTP 0069 0574, paragraphes 64 et 65. À l'époque, ce témoin était une maman de jeunes enfants et elle se souvient qu'alors qu'elle marchait, elle a été poussée par des combattants ARS parce qu'elle était trop lente et elle menait son fils, ses enfants dans son dos. Elle se souvient que le combattant ARS a détaché l'enfant de son dos et l'a jeté dans une rivière. La petite fille a été emportée par le courant et elle a coulé, elle est morte. Mesdames, Monsieur le juge, le témoin a elle aussi été sérieusement blessé. Au cours de l'attaque contre Barlonlio, qui a été la plus intense de toutes les attaques et qui a fait le plus grand nombre de victimes, au moins 313 civils concrètement. Les éléments dont l'accusation en sa possession montrent qu'au moins 33 de ces victimes étaient des enfants. Avec votre permission, l'accusation montrera désormais une vidéo de certains des survivants de l'attaque de Barlonio. Et j'alerte quant à la nature potentiellement choquante de ces images. Il s'agit de protéger l'intimité et la dignité des survivants. Donc l'accusation a flouté leur visage. Et c'est une vidéo qui a été enregistrée à l'hôpital de Lyra où beaucoup des victimes survivantes étaient traitées. C'est une vidéo qui nous vient de UGA OTP 0021-0006. Une vidéo qui sera diffusée sans son pendant à peu près 45 secondes. Et nous voyons des séquences qui montrent les blessures qui ont été infligées et donc souffertes. Your Honors. Mesdames, Monsieur le juge, les images parlent d'elles-mêmes. Et comme on le voit dans la vidéo, il y avait parmi les survivants aussi bien des enfants que des adultes, des hommes que des femmes, des garçons, des filles. Passons à présent à Odek.
Nous avons le témoin P325, UGA OTP 0264 à 0242, paragraphe 24. C'est un témoin qui se souvient d'avoir retrouvé les corps d'une grand-mère et de son petit-fils, enfant qui était encore attaché au dos de sa défunte grand-mère. Le témoin a également vu pendant l'attaque des combattants ARS tirer sur une femme hautement enceinte, connue sous le nom de Asiro Monia, et qu'elle a été blessée mortellement. Et aussi bien la maman que le bébé à naître sont morts. Pour Pagak, l'ARS a forcé beaucoup des victimes à sortir du camp et les a emmenées dans une zone non loin de là où elles ont été tuées. Le témoin P12, UGA OTP 0069 0002, paragraphe 42 à 44, apporte un récit intégral, complet, de comment beaucoup des victimes de Pagak ont été tuées. Le témoin numéro 12 décrit les combattants ARS comme tenant des torches et comment ces rebelles avaient des branches, des bouts de bois. Et je lis directement ce paragraphe 43 de cette déclaration. Le témoin dit « Plusieurs rebelles ont commencé à nous battre les uns après les autres. Ils ont frappé 9 personnes à mort. La 10e personne, c'était mon mari. La personne après mon mari était une femme, une dame, puis c'était moi. J'ai levé la tête pour voir ce qui se passait et j'ai vu mon mari frappé à mort. Les rebelles m'ont dit « Qu'est-ce que tu regardes? Si tu continues à regarder, on te tire dessus. » Mesdames, Monsieur le juge, plusieurs résidents, parmi lesquels 7 témoins, se sont retrouvés gravement blessés alors que beaucoup d'autres sont morts suite aux violences très graves que les rebelles de l'ARS leur ont imposées ce soir-là. Pour Lukodi, les enfants n'ont pas été épargnés pendant l'attaque. Le témoin P0187, UGA OTP 000-00636, page 21, déclarait dans l'affaire Ongwen qu'il a vu les combattants de la RS mettre des enfants dans des sacs et les frapper à mort. Et ensuite, jeter certains de ces sacs avec les enfants dedans dans la brousse. Il a également vu les combattants ARS jeter 2 bébés de 2 à 3 mois d'âge, connus sous le nom de Lamounou et Kana. Ils ont été jetés au feu. Pour Abok, l'accusation souligne l'expérience de l'un des survivants. Il s'agit du témoin 0293, UGA OTP 000-00619, page 14. Ce témoin déclarait dans l'affaire Ongwen qu'après l'attaque, il est allé voir et il a trouvé son père qui avait été battu si gravement, si violemment, que sa matière grise sortait de son crâne. Mesdames, Monsieur le juge, ces déclarations de témoins, ces récits de témoins montrent comment les combattants ARS ont tué un grand nombre de civils de manière indiscriminée, hommes, femmes, filles, garçons, bébés. Mesdames, Monsieur le juge, j'en viens à présent aux éléments de preuve liés à ceux qui ont survécu.
La thèse de l'accusation est qu'au moins 194 civils ont été victimes d'une tentative d'assassinat de la part de l'ARS, même si elles ont survécu pour des circonstances indépendantes, et que le modèle était le même. On leur tirait dessus, elles étaient frappées, elles étaient poignardées, elles étaient coincées dans des bâtiments qui ensuite étaient incendiés. Pour le cas d'Abia, l'accusation souligne le cas d'une jeune fille qui avait 10 ans à l'époque, et son dossier médical parle d'une blessure pénétrante dans l'abdomen à travers sa poitrine, atteignant ses reins et son foie. De l'attaque sur le camp de déplacés internes de Barlogno, une femme de 48 ans, là encore, le registre médical indique un coup frappé dans la région lombaire, c'est-à-dire à le bas du dos, et une blessure par arme à feu rentrant sur le côté droit, et ainsi qu'une coupure sur le sein gauche. Pour l'attaque d'Odek, une femme a souffert une blessure par balle sur la base de son cou. L'attaque du camp de déplacés internes de Pagac, vous voyez sur l'écran l'une des photos de peut-être l'un des survivants les plus jeunes qui a été prise UGA OTP 00230410. Il s'agit d'un bébé de 8 mois et demi. Et au cours de cette attaque, les rebelles ARS ont battu ce bébé jusqu'à lui faire perdre conscience à l'aide d'un bâton. Et ce bébé a dû se soumettre à un scanner crânien et était si gravement blessé que l'hôpital note que l'enfant ne pouvait pas se nourrir, ne pouvait pas téter du fait de ses blessures. Pour l'attaque de Lucodi, là encore, un enfant, une fille de 7 ans, battue jusqu'à en être inconsciente par les combattants ARS, et elle a une blessure à vie à l'œil. Et puis, nous avons le camp d'Abok, où le témoin 0282 se souvient des combattants ARS l'a frappée jusqu'à tomber inconsciente, et quand elle s'est réveillée, elle a noté qu'elle saignait de la bouche et du nez. Mesdames, Monsieur le juge, ces cas représentatifs viennent des annexes E3II à E8II, versés dans le mémoire préconfirmation de l'accusation. L'accusation va à présent traiter du cas de ceux qui ont été enlevés et mis en esclavage. Tout à l'heure, ma collègue Léonie Van Braun parlait à la Chambre des ordres permanents de M. Kony visant à enlever et intégrer les gens au sein de l'ARS, en particulier les femmes et les enfants. Après les attaques de Pajoulé, Abia, Odek, Pagac, Lukodi et Abok, l'ARS a enlevé et a mis en esclavage des centaines de civils dans le cadre de leur plan pour appuyer l'ARS. Certains ont été libérés, d'autres ont été tués, d'autres ont réussi à s'échapper assez tôt, mais beaucoup ont été intégrés au rang de l'ARS dans le cadre de l'objectif de M. Kony de créer une nouvelle tribu. Pour que ce soit bien clair, ceux qui étaient détenus pendant moins d'une semaine sont dans le cadre du chef numéro 10, et ceux qui ont été détenus plus longtemps relèvent du chef numéro 15. Et mes collègues, plus tard, aujourd'hui et demain, parleront à la Chambre de ces chefs d'accusation-là. Mesdames, Monsieur le juge, les survivants partagent un récit similaire. Ils se souviennent qu'ils ont été, pour certains, attachés, forcés de sortir des camps de déplacés internes, orientés, guidés par les combattants de l'ARS. D'autres se souviennent que les combattants de l'ARS les frappaient alors qu'ils luttaient pour transporter leurs bagages. Et en fait, plutôt que de bagages, il s'agissait des éléments pillés des camps, comme par exemple la nourriture. Certains
certaines de ces personnes enlevées ont pu voir leurs proches être tués et d'autres étaient gravement battus, ou même tirés dessus avec des blessures très graves infligées. Un survivant d'Odec, le témoin 0218, UGA OTP 0238 0720, paragraphe 33, déclare que beaucoup d'hommes, de femmes, d'enfants ont été enlevés des camps pendant l'attaque. Et à sa connaissance, la plupart des femmes ont été remises au camp par l'ARS, mais ils ont gardé beaucoup d'enfants dans la brousse avec eux. Survivant de Pagac, le témoin P13, UGA OTP 0069 0176, paragraphe 38 à 40, elle décrit sa brève captivité alors qu'elle a été forcée de porter des biens pillés sur sa tête. Elle a souffert, elle a été frappée plusieurs fois et elle a fini par perdre la vue d'un œil. Mesdames, Monsieur le juge, les preuves de la violence brutale et systématique et généralisée de l'ARS n'est pas limitée aux résidents des camps. Elle est également appliquée à leur propriété dans les camps où ils résidaient. C'est le cas dans des 7 camps de déplacés internes. Les combattants ARS pillaient les biens des maisons, le bétail, la nourriture, et ils forçaient les résidents de ces camps à porter ces biens pillés à l'extérieur du camp. Pour l'attaque de Pajoulet, par exemple, mesdames, messieurs les juges, il y a le témoin P67, UGA OTP 000 00611, page 36. Ce témoin déclare que l'un des premiers rôles de certains des attaquants, des assaillants, était d'aller dans les camps et prendre les biens pillés pendant l'attaque. Mesdames, Monsieur le juge, nous avons les rapports des commandants qui ont mené l'attaque qui établit également les preuves de l'accusation quant à l'objectif de pillage et de destruction de l'ARS. Par exemple, lorsque Oti fait rapport d'attaque du camp de Pagac, il s'agit du registre de l'UPDF, UGA OTP 0255 0228, page 0249. Il rentre dans le détail, il explique qu'il a brûlé 500 huttes. Pour l'UCODI, Dominique Ongwen a fait des rapports similaires à M. Conny. Mesdames, Monsieur le juge, plus tôt aujourd'hui, le député adjoint Nyang a montré une vidéo dans laquelle on pouvait voir des signes de bâtiments détruits. Et vous avez à l'écran, mesdames, messieurs le juge, des photographies du lendemain des attaques contre le camp d'Abia, Barlogno, Pagac et Lukodi. Et vous voyez ici que ces bâtiments, ces structures ont été de toute évidence détruites par le feu. Mesdames, Monsieur le juge, passons à la question de la persécution à présent. L'accusation tend à démontrer clairement le comportement persécuteur de l'ARS et de M. Conny à travers l'expérience des survivants que j'ai souligné aujourd'hui, qui démontre cette intention de persécution. Mesdames, Monsieur le juge, nous n'avons qu'un petit extrait de l'immense quantité d'éléments venant de ces nombreux témoins, et l'accusation considère qu'il y a des raisons suffisantes de croire que M. Conny est responsable pénalement pour les attaques, relevant des chefs d'accusation 1 à 13,
Mesdames, Monsieur le juge, merci beaucoup de votre attention et de votre temps. Et je donne la parole à ma collègue Sanyou Ndaguiré qui va s'adresser à la Chambre pour leur parler des crimes systémiques. Madame Ndaguiré vient de l'Ouganda. D'ailleurs, merci beaucoup. May it please the court, my name is Sanyu Ndagire. Mesdames, Messieurs de la Chambre, je m'appelle Sanyou Ndaguiré. Comme l'a dit ma collègue, je vais parler, moi, des crimes systémiques perpétrés par Joseph Kony et ses co-auteurs contre les filles et les femmes. Et simplement pour informer la Chambre, je prendrai quelques 40 minutes pour ma présentation, peut-être un tout petit peu plus. Je demanderai donc l'indulgence de la Cour et de la Chambre pour finir un tout petit peu après 16 heures. Très bien, allons-y. Procureur, merci. Mesdames, Monsieur le juge, depuis au moins le 1er juillet 2002 au 31 décembre 2005, au moins des milliers de filles et de femmes ont été enlevées par l'ARS des villages, d'écoles, de camps de déplacés internes et d'endroits variés du nord de l'Ouganda, conformément aux ordres permanents de Joseph Kony. Ils ont été intégrés de force à l'ARS. Les filles devenaient des ting-ting, un terme utilisé par l'ARS pour parler de jeunes filles qui se livraient à des tâches ménagères et qui prenaient soin ou s'occupaient des enfants des commandants de l'ARS. Les femmes sont devenues des épouses forcées de ces commandants et ont été forcées à avoir des relations sexuelles avec les commandants, porter leurs enfants et assumer des tâches ménagères. Pour étayer le chiffre de au moins des milliers de femmes et de filles tel que stipulé dans le document contenant les charges, nous nous sommes appuyés sur l'analyse démographique des revenants à laquelle ma collègue a fait référence ce matin. L'accusation soutient qu'il y a des raisons substantielles de croire que M. Kony est responsable pénalement en tant que co-auteur indirect des crimes relevant des chefs d'accusation numéro 15 à 22, 24 et 27 à 29 du document contenant les charges. En ce qui concerne les femmes et les filles qui ont été intégrées de force dans les rangs de l'ARS depuis au moins le 1er juillet 2002 jusqu'au 31 décembre 2005 dans le nord de l'Ouganda. M. Kony est accusé des crimes suivants: mise en esclavage, l'acte inhumain de mariage forcé, viol, torture, autres actes inhumains ou abus graves et mauvais traitements, traitement cruel, persécution de genre, ainsi qu'esclavage sexuel et grossesse forcée. M. Kony est également responsable pénalement en tant que co-auteur indirect des crimes relevant des chefs d'accusation 1, 6 à 11 et 14. En ce qui concerne l'attaque de l'ARS contre l'école de filles de l'Awa le 24 juin 2003 aux alentours, qui a eu pour résultat un pillage et la mise en esclavage, la torture, autres actes inhumains d'abus graves et de maltraitance, traitement cruel et persécution d'au moins 70 écolières. Je traiterai d'abord les deux premiers chefs du crime de mise en esclavage dont M. Kony est accusé. Pour éviter de compter deux fois les victimes,
l'accusation fait le distinguo entre le crime de mise en esclavage au chef d'accusation 10 à 15, comme suit. Le chef 10 a trait à l'enlèvement de civils qui ont été libérés, qui se sont échappés ou qui ont été tués par l'ARS immédiatement après les attaques. Parmi celles-ci, au moins 12 écolières enlevées par l'ARS de l'école de filles de Glouala et qui ont réussi à s'échapper peu après leur enlèvement ou qui ont été libérées dans les jours après l'attaque contre l'école. Le chef numéro 15 traite de femmes et de filles qui ont été enlevées et forcées à intégrer l'ARS pendant des périodes prolongées, embauchées comme ou utilisées comme ting-ting ou épouses forcées. Parmi celles-ci, au moins des milliers de femmes et de filles enlevées du nord de l'Ouganda pendant la période incriminée, y compris les écolières de l'école de filles de Luanga qui n'ont pas été libérées ou qui n'ont pas pu s'échapper. Shows La preuve montre, par rapport au crime d'esclavage, mariage forcé, esclavage sexuel, que les filles et femmes enlevées qui n'ont pas été libérées ou qui n'ont pas été capables de s'échapper ont par la suite été distribuées sans leur consentement aux commandants et combattants de l'ARS comme des épouses forcées ou des ting-ting et ont été forcés à s'engager à des actes de nature sexuelle, y compris des rapports sexuels, et s'occuper de tâches domestiques. Le témoin P0214, qui elle-même a été enlevée à l'âge de 17 ans, a déclaré, et je cite, « Connie a décidé de nous distribuer à différents commandants comme des épouses. Connie était assis sous un arbre, il nous a appelés, il nous a regardés et a dit à ses gardes de sécurité de sélectionner 4 filles qui resteraient dans sa maison. Connie leur a ensuite dit aux commandants principaux de choisir des filles. Les commandants ont pointé les filles qu'ils souhaitaient et leur garde de sécurité les a menées dans leur domicile. Après cela, Connie a distribué le reste des filles aux commandants de moindre grade. Chacun de ces commandants a reçu une fille. Elle n'avait pas le choix, d'autre choix que de suivre les commandants. Ils nous ont dit où aller et si l'une de nous résistait, elle était battue. J'ai vu que certaines des filles ont résisté et commencé à pleurer lorsqu'elles étaient emmenées de force. » Fin de citation. Référence UGA OTP 02340026, page 0034. La preuve montre que la pratique d'enlèvement de femmes et de filles faisait légion pendant la période considérée. Et un exemple de cette pratique était l'enlèvement par l'ARS de 70 filles, 70 écolières à l'école de Luala autour du 24 juin 2003. Je passe maintenant à cet événement. La carte dynamique Google Earth de 2025 apparaît sur vos écrans et vous montre où se trouve l'école des filles de Luala en Ouganda. Cette carte et les annotations sont contenues dans le document annexe D du mémoire de préconfirmation de l'accusation au paragraphe 154 qui est également cité. Donc, ces filles, parlant de l'enlèvement de ces filles et de leur distribution subséquente au sein de l'ARS. L'école des filles de Luala est située dans le village de Kabe Ramaido, dans la région de Teso, au nord-est de l'Ouganda. Et en juin 2003, 230 filles résidaient dans cet internat. En 2000,
2003, l'ARS menait des opérations dans la région de Tesso, conformément à l'ordre permanent de CONI d'enlever des femmes et des filles, et sa campagne de persécution ciblant des filles, des écolières, sur la base de leur âge et de leur genre. Au 23 juin 2003, le commandant de bataillon de la brigade de Mendou, Charles Caperet, et le commandant du bataillon de garde Okelo Lagoulou étaient ensemble dans la région d'Amouria, qui se trouve à environ 50 km à l'est de l'école de Douala. Je fais référence là au document de sécurité interne UGA OTP 00680146 aux pages 0270 et 0272. Lagoulou et Caperet ont obéi aux instructions que leur commandant Charles Taboulé leur avait données, qui étaient d'identifier des écoles pour attaquer et enlever des écolières. Lagoulou et Caperet ont sélectionné 30 combattants dans leur bataillon pour attaquer l'école de Douala. Et Opio Achea, qui était le commandant en second de Lagoulou, ont mené l'attaque sur l'école aux aurores le 24 juin 2003. Les témoins P0068, 002 et 0015 se sont rappelés que l'ARS avait attaqué l'école et qu'ils étaient armés de machettes, de couteaux, d'AK-47, de lance-grenades et de mitrailleuses. Et que parmi les combattants de l'ARS, il y avait des enfants de moins de 15 ans. C'est une caractéristique que sur la carte qui vous est présentée et qui sert également d'aide visuelle est une carte matérialisée, référence UGA OTP 01 390077, et elle a été dessinée par le témoin P0075. Elle représente ce à quoi ressemblaient les locaux de l'école en 2003. Direction nord, à votre gauche sur l'image, vous verrez le portail principal, les salles de classe, les dortoirs et les locaux du personnel. Une semaine avant l'attaque, les enseignants de cette école et les élèves de l'école de Douala ont entendu de la bouche de civils dans la zone que des combattants ARS d'Amouria et Katakui allaient venir à attaquer pour enlever des élèves. Il s'agit de la déclaration référence UGA OTP 004301 31, page 0134, et la déclaration UGA OTP 01 39 0047, paragraphe 57. Après avoir entendu parler de cette attaque, certains enfants ont eu la chance d'être amenés à la maison par leurs parents avant que les combattants ARS n'attaquent l'école. D'autres élèves ont pu s'enfuir quand les combattants ont attaqué l'école aux aurores du 24 juin 2003. Cependant, les témoins P2, P1079, P1084, P15, P21, P129, P79 et P4 n'ont pas eu cette chance. Elles faisaient partie des 70 écolières âgées de 13 à 19 ans qui ont été enlevés par les combattants de l'ARS. Autour de 14h30, le 24 juin 2003, P68 patrouillait les locaux de l'école lorsqu'il a entendu des cris venant des dortoirs. S'approchant de la salle qui contenait le groupe électrogène,
traversant les dortoirs. P68, à travers la pluie battante, a pu voir des combattants de l'ARS qui avaient des lampes qui montaient et descendaient dans les dortoirs. Il se rappelle qu'ils portaient des uniformes militaires et avaient des armes. Il s'agit de la déclaration UGA OTP 0139 0007, paragraphe 48 et 54. P2 était endormie dans le dortoir à Saskia lorsqu'elle a été réveillée brutalement par un combattant qu'elle a estimé avoir 13 ans et qui avait un lance-roquettes. Avec lui, il y avait 4 autres combattants de l'ARS. C'étaient tous des garçons. Ils avaient des chargeurs qu'ils portaient à la taille avec des couteaux, des armes, des machettes dans les mains. Déclaration UGA OTP 0070 0002, page 005. P15 était âgé de 13 ans, a essayé de s'enfuir lorsque les combattants l'ARS sont entrés dans son dortoir. Ils l'ont rattrapé et ramené dans le groupe des filles enlevées qui avaient été rassemblées à l'extérieur sous la pluie par les combattants ARS. Déclaration UGA OTP 0043 0131, page 0133 et 0135. Certaines des écolières, comme P4, P21, P79, étaient pieds nus. Et d'autres, comme les témoins P2, P15, P10, 79 et P10, 8, 4, portaient encore leurs vêtements de nuit et uniformes scolaires. Les combattants ARS ont ensuite lié les filles ensemble avec des cordes ou leurs draps autour de la taille. Ils les ont battues et forcées à transporter la nourriture qui avait été pillée, des médicaments, des vêtements, des matelas, en les escortant à la marche à l'extérieur de l'école par le portail principal. Le premier arrêt des combattants ARS était à Utuboy. Ils ont attaqué des boutiques au centre commercial, ont volé de la nourriture et d'autres aliments et ils ont pris de l'huile, du savon, ont forcé les filles enlevées à les transporter. Certaines filles ont pu s'échapper pendant que les combattants ARS étaient en train de piller le centre commercial Autoboy, mais P4 et P15 n'ont pas eu cette chance. Elles ont été battues gravement avec des bâtons et des machettes. Et ensuite, les combattants ARS ont battu le reste des filles sur le dos et sur les fesses. P4 a vu une fille qui avait été tellement battue qu'elle saignait. Et P21 a été frappé avec un cadenas en fil de fer. Déclaration UGA OTP 0139 0097, page 0102 et déclaration UGA D 26 0025 0097, page 0100. P41 se rappelle que lorsque les filles enlevées ont été amenées à l'emplacement où se trouvait Charles Capéré, il leur a recommandé de ne pas essayer de s'échapper parce que sinon, elles seraient amenées chez un plus gradé. 12 des filles ont été libérées mais ne pouvaient pas bien marcher, et d'autres qui étaient considérées trop vieilles. Déclaration UGA OTP 02 21 0073, page 0089. Le 25 juin 2003, Charles Caporé a fait rapport du succès de l'attaque sur l'école des filles de Douala à son commandant, Charles Tabolé, à travers la radio. Il a confirmé avoir attaqué la mission Autoboy
dans le district Kabé Ramaïdo et que 56 filles avaient été enlevées dans une école secondaire, mais que la plupart étaient laides. Référence UGA OTP 00680146, page 0277. Charles Taboulé a instruit à Capéré de ne pas libérer les filles jusqu'à son arrivée et a déclaré que même si elles étaient laides, les combattants ARS n'auraient pas de problème si elles pouvaient être formées comme combattants. Référence UGA OTP 0241022490, page 2680 et UGA OTP 02426018, page 6047. Au 26 juin 2003, les 30 filles restantes qui avaient été enlevées à l'école des filles de Douala sont arrivées à Orungo. Elles ont été partagées entre la Goulou et Capéré et amenées à la brigade de Taboulé à Orungo, où il y avait 4 bataillons rassemblés. Les témoins P10, 79 et 0021 ont raconté que pour se rendre à l'emplacement de Taboulé, les filles devaient traverser des points d'eau où l'eau leur arrivait jusqu'à la taille et elles étaient toujours attachées les unes aux autres. Le 27 juin 2003, une communication radio émise à 11 heures sur la radio ARS a confirmé que Taboulé était à Lagolo. Les témoins P41, P1, 36 et P10 ont confirmé que les écolières sont restées environ 2 nuits avec Charles Taboulé. Ensuite, elles ont été partagées en de plus petits groupes, plus de 5 filles, et puis distribuées aux commandants Taboulé, Capéré, Okouti et Labongo. Le 28 juin 2003, Oti a fait rapport à la radio qu'il était à Obalanga autour du 30 juin 2003. Le reste des filles ont été amenées par Capéré et Taboulé à Vincent Oti, à Olielo Widiel, dans le district de Pader. Et le 1er juillet 2003, elles ont ensuite été amenées à Lokole et Kalongo. Le 5 juillet 2003, Kony, à travers la radio, a demandé à Taboulé si les filles enlevées à Tesso et Lango étaient belles, ce à quoi Taboulé a répondu « Certaines sont laides, il n'y en a que 4 qui sont belles ». Taboulé a ensuite demandé si Kony voulait l'une d'entre elles comme épouse. Référence UGA OTP 00600149, page 0175 à 0176. Le 6 juillet 2003, le jour suivant, Kony a instruit aux recrues de Tesso d'être bien gardées. Référence UGA OTP 0068 0146, page 0298. 4 filles esclaves ont finalement été amenées à Timpalokok le 7 juillet 2003 par Vincent Oti, Taboulé et Capéré pour rencontrer M. Kony en personne. Timpalokok était une cachette où Kony restait lorsqu'il était en Ouganda, situé dans le district de Kitgum, sous-comté de Orom, près de la frontière de Kidepogame, de la réserve de Kidepogame et le sud-Soudan. Timpalokok, mesdames, monsieur le juge, est situé à environ 200 km de l'école des filles de Douala, où les filles avaient été enlevées. Kony a choisi 2 des filles, y compris la victime 2,
nous détaillons son statut au paragraphe 167 à 169 du mémoire de préconfirmation. Ses filles devaient rester chez lui de manière permanente comme ses épouses. Et ensuite, Vincent Oti a gardé certaines des filles esclaves pour lui-même. La communication radio de l'ARS du 22 juillet 2003, enregistrée référence UGA OTP 00680146, page 0324, révèle que Taboulé a reçu ordre de Connie de distribuer le reste des filles esclaves. Il y en avait 23 au commandant de l'ARS Ochan Bonia, Okoto Diambo et Bokade Aboudema. La plaque mémoriale que vous voyez maintenant à l'écran avait été installée sur la cour de l'école de Douala par le président Yoweri Museveni en 2015 en honneur aux filles qui avaient été enlevées par l'ARS autour du 24 juin 2003. Référence UGA OTP 0000017. Je passerai maintenant aux éléments de preuve portant sur les crimes systémiques contre les femmes et filles enlevées et intégrées dans l'ARS que l'accusation a résumé dans les chefs d'accusation 15 à 22, 24, 27 à 29. Le procureur affirme que des milliers de femmes et de filles ont été ciblées dans le cadre de la campagne de persécution de l'ARS, enlevées et intégrées dans l'ARS sur la base de leur genre. Elles ont été enlevées comme des butins de guerre pour être distribuées aux commandants comme des femmes ou des ting-ting. Le procureur avance en annexe E10 du mémoire de préconfirmation qu'une liste de 204 femmes et filles identifiables ont été enlevées et intégrées de force au sein de l'ARS comme des épouses et des ting-ting pendant la période considérée. Elles ont été enlevées par l'ARS à Omoro le 18 juin 2003, à Ogolai, à Katwiki en juin 2003, à l'école de Douala le 24 juin 2003, au camp de déplacés internes de Padjoulé autour du 10 octobre 2003 et de Omi-Apachua autour de décembre 2004. Parmi ces 204 femmes et filles, 117 ont été forcées d'être des épouses pendant leur détention par l'ARS, ont été sujettes à l'esclavage, à actes inhumains de mariage forcé, viol, torture, autres actes inhumains d'abus et de maltraitance grave, traitements cruels, persécution de genre et esclavage sexuel, grossesse forcée. Connie avait émis une règle selon laquelle les filles qui avaient commencé leur période menstruelle étaient suffisamment matures pour devenir des femmes des commandants de l'ARS. La P 0142 a estimé qu'il y avait plus de 100 femmes à la brigade de Signa entre 2003 et 2004. Had wives. Pendant le procès Dominique Ongwen, le témoin 70 a témoigné que la plupart des commandants de l'ARS dans la brousse avaient des femmes et que certains en avaient jusqu'à 10, 20 et Connie lui-même en avait environ 90. Transcription UGA OTP 0000599 à la page 39. Sur votre écran, mesdames, messieurs, le juge, vous avez une photo qui représente la pratique de mariage forcé
découlant de la règle de M. Coney. Ces photos représentent plusieurs commandants avec leurs femmes et leurs enfants dans la brousse. Nous avons masqué les faces, les visages des femmes et des enfants. La photo agrandie que vous voyez maintenant représente le commandant Rascal Okoya avec ses femmes et enfants à l'époque. Un témoin a listé par leur nom plus d'une douzaine des femmes de Coney. Witnesses P23. Déclaration UGA OTP 00001146, page 13. Les témoins P23, 48, 99, 226 et 15 ont également corroboré le fait que M. Coney avait un grand nombre de femmes. Il sélectionnait ces femmes parmi les jeunes filles et les femmes qui étaient amenées par les commandants de brigade, comme c'était le cas avec la victime 1 et la victime 2. Ces épouses forcées devaient entretenir des relations sexuelles exclusives avec les commandants ARS auxquels elles étaient distribuées, ce qui signifie qu'elles devaient avoir des rapports sexuels forcés à la demande et qu'elles devaient porter des enfants, exécuter des tâches domestiques, porter des grossesses et faire ce que leur mari, entre guillemets, leur instruisait de faire. D'après le témoin P0351, des filles faisaient beaucoup de travail. Elles préparaient, elles transportaient la nourriture et dans le cas d'une attaque, elles transportaient tout. Déclaration UGA OTP 0263 0002, page 13. Comme conséquence des rapports sexuels imposés que les femmes et filles enlevées ont subi dans l'environnement coercitif de l'ARS, au moins une centaine de femmes et de filles sont devenues enceintes et elles n'avaient pas de choix sur le moment ou la personne avec laquelle elles avaient des enfants. L'attente de ces enfants était essentiel pour Coney. L'objectif était de créer une nouvelle tribu Acholi. Et cette politique était mise en œuvre par l'enlèvement, l'esclavage et le mariage forcé de femmes. Des témoins eux-mêmes l'ont raconté. P227 a raconté que son mari forcé, Dominique Ongwen, lui a dit qu'elle devait avoir un enfant. Et elle a également entendu dire d'autres femmes que Coney a déclaré que chaque femme devait avoir 15 enfants. Déclaration UGA OTP 0235 0125 à la page 0138. P23 déclare, et je cite, « Les femmes et les filles étaient enlevées pour deux raisons principales. La première, parce qu'elles aidaient à faire la cuisine. La deuxième, parce qu'elles produisaient des enfants. » Les filles matures étaient données aux commandants comme des femmes. Les filles étaient considérées matures une fois qu'elles avaient eu leur première période de menstruelle. C'était une règle qui avait été faite par Coney. Avant cela, elles ne devaient pas être touchées. C'était également une règle établie par Coney. Fin de citation. La juge présidente, si vous me permettez de vous interrompre, j'aimerais savoir quelle est votre requête exacte. Vous avez demandé quelques minutes. Nous pouvons vous accorder 15 minutes, mais pas plus. Est-ce qu'il sera possible pour vous de finir dans 15 minutes? Très bien. Poursuivez donc. And just for the record, Your Honors, the court. Pour les besoins du compte rendu, la déclaration que je viens de citer provient de la déclaration UGA OTP 01500063 à la page 0071. Les femmes enceintes et les filles enceintes n'étaient pas libres de quitter l'ARS. Elles étaient sujettes au même environnement coercitif et violent, y compris
des relations et abus sexuels forcés. Elles étaient détenues de manière illégale pendant leur grossesse avec, avec l'intention de poursuivre des graves violations de droit international, y compris esclavage forcé, viol, torture et autres et traitements, actes inhumains de mariage forcé. Ceci a inclus au moins un des enfants des victimes qui avait pour père Connie, qui est né en Ouganda pendant la période considérée, pendant que d'autres enfants de Connie étaient conçus ont été conçus et sont nés en dehors de la période considérée et en dehors de l'Ouganda. Des témoins confirment l'existence d'un plan de grossesse forcée pour lequel M. Connie est poursuivi. Parmi les Ting-Ting, il y avait au moins 11 témoins de l'accusation, bien que les preuves indiquent que le nombre de filles sujettes à ce statut ou rôle était bien plus élevé. Il s'agit du rapport UGA OTP 00001133, page 3 à 4. That from the 200 Et le mémoire indique que parmi les 204 femmes et filles identifiables, quelques 48 de ces filles étaient des Ting-Ting au sein de l'ARS pendant la période incriminée. Un témoin se souvient qu'il y avait 10 Ting-Ting dans le foyer de Vincent Auty en 2003. C'est la déclaration UGA OTP 00430131, page 0141. P 140, ancien Ting-Ting d'un commandant ARS, a eu la tâche de porter des biens, de ramasser de l'eau, de cuisiner et de prendre soin des enfants et des bébés. P 0467, un ancien enfant soldat, a déclaré que le rôle des filles était de cuisiner et de porter les marchandises, les bagages, et quand elles étaient suffisamment vieilles, suffisamment grandes, elles deviendraient des épouses. Déclaration UGA OTP 00000510, page 16. Le jeune âge de ces filles ne leur garantissait pas une protection contre la violence sexuelle pour autant. P264 se souvient que les commandants ARS avaient des relations sexuelles avec leurs Ting-Ting qui étaient trop jeunes pour être mariés. Déclaration UGA OTP 0256 0139, page 0163. J'en viens maintenant aux éléments de preuve relatifs à la torture ou au traitement cruel, actes inhumains d'abus sévères, d'abus graves et de mauvais traitements auxquels les femmes et les filles étaient soumises pendant la période incriminée au sein de l'ARS. Les femmes enlevées et les filles enlevées étaient sujets à un environnement violent et coercitif, y compris différentes formes de violence physique et psychologique de la part des membres de l'ARS. Souvent, pendant une période prolongée, beaucoup étaient frappés et menacés de violence si elles refusaient un rapport sexuel, et d'autres violences sexuelles si elles violaient les règles de l'ARS. Selon le témoin P0236, s'il y a quoi que ce soit de pas bien, vous êtes frappé. Si vous faites quoi que ce soit de pas bien, vous êtes frappé. Déclaration UGA OTP 00000784, page 13. Dans certains cas, les femmes et les filles étaient frappées ou tuées parce qu'elles essayaient de s'échapper. Par exemple, P227 a vu une fille être tellement battue qu'elle ne pouvait plus manger. P374 décrit comment 2 filles ont été tuées par des combattants ARS. La déclaration UGA OTP 0263 0023, page 0041. La communication radio d'ARS du 18 décembre 2002 révèle que Connie a ordonné qu'une femme soit battue de 50 coups de bâton parce qu'elle avait refusé de remettre
un jeune enfant comme babysitter ou comme Ting Ting. C'est le registre UGA OTP 0065 0002, page 0115. Certaines des filles et des femmes enlevées étaient également forcées à frapper ou à participer à l'assassinat d'autres personnes enlevées qui essayaient de s'échapper. P0139 a dû frapper une femme enlevée avec un gros bâton jusqu'à ce qu'elle soit sur le point de mourir. P15 se souvient comment 2 enfants qui avaient tenté de s'échapper, 2 garçons, étaient frappés jusqu'à être presque morts et qu'après cela, les 2 garçons ont été poignardés à mort par des combattants ARS. Dans un des cas, une fille enlevée a dû porter la tête d'une personne enlevée qui avait été tuée parce qu'il essayait de s'échapper. C'est la déclaration UGA OTP 00000 622, page 25 à 26. Le témoin P1079 se souvient du châtiment qu'une fille enlevée a reçu lorsqu'elle a tenté de s'échapper. La fille a dû enlever sa blouse et avec une machette chauffée à blanc, on a gravé le signe de croix dans son dos. La fille a alors dû porter un sac sur son dos. C'est la déclaration UGA OTP 0000 1403, paragraphe 83. Les filles et les femmes enlevées ont souffert de douleurs physiques et mentales, de souffrances physiques et mentales, résultat d'abus psychologiques et physiques systématiques, d'un environnement coercitif et de piètres conditions de vie, parmi lesquelles la faim et la déshydratation constante, les blessures souffertes pendant les rapports sexuels ou alors qu'elles se livraient à des tâches ménagères, piètre hygiène, ingestion de substances qui déclenchent la menstruation, grossesse, accouchement, complications postnatales, toutes dans un environnement dans lequel elle n'avait pas accès aux soins médicaux. Un témoin déclare que ni elle, ni les bébés qu'elle a portés n'avaient accès aux soins médicaux pendant la période incriminée. Peu de temps après avoir accouché, la témoin a dû couper son cordon ombilical elle-même en utilisant de l'herbe dans les bois, puis a scellé le cordon ombilical avec le fil d'un tissu qu'elle portait. Déclaration UGA OTP 00001146, pages 20 et 21. Le témoin P1079 déclare que les femmes enceintes au sein de l'ARS qui devaient accoucher accoucher à leur bébé alors qu'elles avançaient dans les bois. P1079 a vu la femme d'un commandant ARS donner naissance à un bébé alors qu'elle marchait avec le groupe dans la brousse. Déclaration UGA OTP 0000 1403, paragraphe 76. Cette privation de liberté perpétuelle continue et d'autonomie reproductive et sexuelle et le fait de forcer ces femmes à des relations sexuelles et des mariages malgré contre leur volonté a causé de grandes douleurs physiques et mentales. Ce que vous avez entendu aujourd'hui, mesdames, monsieur le juge, ne sont que certains exemples d'une somme de preuves concernant le rôle de M. Kony et sa responsabilité dans les crimes de genre contre les filles enlevées de l'école de filles de Gouala, ainsi que contre beaucoup d'autres filles et femmes enlevées du nord de l'Ouganda et forcées à intégrer l'ARS. Nous pensons que les chefs d'accusation contre M. Kony doivent être confirmés en ce qui concerne les chefs 1, 6 à 11 et 14 en ce qui concerne l'attaque contre l'école de filles de l'Orala
et les chefs 15 à 22, 24 et 27 à 29, en ce qui concerne les femmes et les filles qui ont été intégrées de force dans l'ARS depuis au moins le 1er juillet 2002 jusqu'au 31 décembre 2005 dans le nord de l'Ouganda. Ceci conclut ma présentation. Demain, ma collègue, Madame Anderson, traitera des crimes perpétrés contre les enfants. Merci. Merci beaucoup, maître. Madame le procureur. Voilà qui marque la fin de notre séance d'aujourd'hui. Nous reprendrons demain, comme cela a été dit, à 9h30. All rise. We would away. A good day to all.